Bonjour Vincent, Bonjour. bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche portfolio, la démarche réflexive et l'approche par compétences. Alors avant de rentrer dans cette discussion super passionnante et me parler de ce que vous avez fait dans le cadre de vos travaux d'enseignement, pourriez-vous vous présenter simplement qui est Vincent? Vincent Salin, je suis maître de conférence à l'IAE à Bretagne INP, donc rattaché à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, directeur adjoint de l'école depuis quelques semaines maintenant et co-responsable pédagogique du master management des systèmes d'information évidemment enseignant et chercheur spécialisé dans les organisations temporaires, notamment le secteur événementiel, militaire, humanitaire, et tout ce qui va toucher aux organisations qui fonctionnent notamment par projet. Ça vous fait pas mal de missions, pas mal d'activités, pas mal d'occupations. C'est ça, compliqué de s'ennuyer avec ces 50% d'enseignement, 50% de recherche et 50% d'administration. Ça déborde un peu, mais on fait avec. Mm. Et c'est pas et quelque part ces 150%, vous les faites non sans une certaine routine, mais aussi en vous posant certaines questions. Et c'est ça, ce sont ces certaines questions d'ordre pédagogique aujourd'hui qui nous amènent à échanger. Donc, si vous deviez introduire le contexte, vous êtes interrogé sur la façon d'évaluer les compétences développées par vos étudiants en cours de mémoire. En cours de master, pardon? Ouais, c'est ça. Traditionnellement, sur le master, on a cet exercice un peu final, d'une certaine manière, ce totem qui est le mémoire. Le mémoire qui est là pour sanctionner les compétences de nos étudiants, compétences professionnelles, mais aussi compétences académiques. En tout cas, pour ne parler que de la formation, moi que j'ai le plaisir de co-diriger le Master Management des systèmes d'info, qui est un master universitaire. On cherche à avoir des étudiants qui ont des compétences pratiques qui seront utiles à leurs organisations d'embauche et des compétences académiques, savoir mener une recherche, savoir mener une réflexion critique qui fera d'eux justement des professionnels avertis. Et pour ça, aujourd'hui, l'outil qu'on utilise principalement, c'est la production d'un mémoire. Ce mémoire de X pages, 80, 100 pages, avec la revue de littérature, l'enquête de terrain, l'analyse critique, etc., qui est un peu l'exercice par lequel on est tous passés. À un moment ou à un autre, qu'on a tous fait, plus ou moins de bon cœur, en fonction des parcours, en fonction des personnes, avec plus ou moins d'implication aussi. Et pour les enseignants et enseignants-chercheurs, qu'on a eu plaisir, ou un peu moins, à évaluer à chaque fin d'année universitaire. Sauf que il se trouve que depuis quelque temps, on a quand même un élément un peu perturbateur dans l'affaire, qui est l'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles génératives, qui ont amené un questionnement pour poser un peu le contexte du questionnement ici qui a émergé. C'est simplement pendant un cours d'initiation à la recherche avec ma promo de deuxième année. On essayait de leur montrer qu'est-ce que c'est que faire de la recherche académique, comment ça fonctionne. Et à un moment, il y a une question qui a émergé, c'est aujourd'hui, les chercheurs, est-ce qu'ils utilisent les IA génératives? Est-ce qu'ils les utilisent? Comment ils les utilisent? Pour faire quoi ils les utilisent? Est-ce que ça a encore du sens que de faire de la recherche, que de faire des revues de littérature quand il suffit de charger 50 PDF dans un RAG, demander à une IA, fais-moi la revue, et hop, il la sort. Euh, et la discussion s'est enclenchée là-dessus sur est-ce qu'une IA produit de la connaissance ou pas, est-ce qu'une IA a des compétences ou pas. Et de fil en aiguille, on s'est posé la question de l'utilité d'un mémoire. Alors, sur ce point-là, moi, je suis très vigilant. Je ne dis pas que j'ai supprimé l'exercice du mémoire. C'est absolument pas le cas. Par contre, on a changé sa forme. On s'est dit, avec les IA génératives, on a moins d'intérêt à aller chercher l'écrit, plus d'intérêt à se focaliser sur les compétences. Et les compétences, c'est quoi? C'est la capacité, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Je suis absolument pas pédagogue et pas du tout spécialiste ou pas chercheur en sciences de l'enseignement ou quoi que ce soit. Mais la compétence telle que nous, on l'a entendu, c'est la capacité à réagir sur un domaine d'expertise, à agir sur un domaine d'expertise
et à développer vraiment un haut degré d'expertise sur un sujet bien particulier. Et donc, on s'est dit, on va supprimer le volet écrit du mémoire, le volet traditionnel 80-90 pages, et on va le remplacer par un grand oral. Ce grand oral, il va s'accompagner d'une petite note de synthèse, 3-4 pages maximum, et d'un oral, 15 minutes pour pitcher un sujet, 45 minutes d'échange avec un jury sur ce sujet-là. L'idée étant de se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'évalue vraiment des compétences quand je lis un mémoire rédigé par l'étudiant ou par une IA ou par les deux conjointement? Est-ce que j'évalue vraiment ça ou pas? Est-ce qu'au moment de la soutenance où je vais poser quelques questions que j'ai prévues à l'avance en lisant le mémoire, l'étudiant, s'il est bon, aura deviné les questions et préparé ses réponses? Est-ce que ça va me permettre d'attester que l'étudiant est compétent? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas regarder autre chose et regarder la spontanéité? Chez nous, du coup, les étudiants en M2, ils ont 15 minutes d'oral, 45 minutes d'échange, pas droit à des notes préparatoires, aucune note préparatoire avec eux, un support limité à 5 slides et de l'échange spontané avec un membre du jury universitaire, leur tuteur académique, puisque dans mon contexte, je n'ai que des étudiants alternants. Et on engage l'échange de cette manière-là, potentiellement avec un intervenant extérieur en plus qui peut y avoir. Et c'est simple, si au bout de 45 minutes d'échange spontané, non préparé, on a un étudiant qui est capable d'avoir un haut niveau d'expertise, de réagir aux questions, d'apporter des solutions, de réfléchir, alors on peut légitimement estimer qu'on a vu ses compétences se mettre en action, plutôt que simplement lui demander d'écrire, voilà ce que j'ai vu, voilà comment je l'ai compris, avec un format un peu plus traditionnel. Maintenant, c'est important de comprendre le contexte de cette démarche. On est sur un petit master, c'est-à-dire qu'on a un effectif, l'année dernière, ils étaient 18. Je suivais personnellement la quasi-totalité des étudiants, donc j'ai pu avoir un suivi très proche d'eux au moment de la création de cet exercice, et ça a été une co-création avec les étudiants. Au fur et à mesure, ils vont dire, bah, il faudrait qu'on ait ça, il faudrait qu'on ait ça. On a avancé, et puis on va essayer de s'améliorer l'année prochaine avec une promo qui est un petit peu plus petite, où on sera à 16 au lieu des 18. Mais on est sur un contexte d'alternance avec des petites promos et un suivi de proximité, on va dire. Est-ce que ce type de démarche-là est faisable sur, je ne sais pas, une promo de licence 3 à la fac avec 150 étudiants? Ça, c'est une question qu'on pourra aborder, mais en tout cas que je n'ai pas testé. Oui, bah, j'ai plein de questions. Mais ce que je trouve génial, c'est que, bon, concernant la définition de la compétence, on va s'y retrouver, même si on peut écrire des bibliothèques entières. Je pense qu'on arrive à se retrouver justement sur le fait de mobiliser des savoir-faire pour résoudre des problèmes dans des situations. Et c'est bien la gestion de problèmes dans le réel qui nous intéresse ici. Et vous avez parlé, en fait, dans l'évaluation, de plusieurs choses, plusieurs variables, à savoir la spontanéité et les réactions. Et alors, je me retrouve très bien dans ce que vous dites pour avoir fait ce type d'évaluation à destination de première et deuxième année, mais beaucoup plus courte, vu qu'ils n'avaient pas de mémoire à soutenir en tant que tel, mais en revanche, ils devaient être capables de montrer qu'ils avaient développé des compétences figurant dans leur référentiel. Et donc, ce qu'on avait remarqué avec les enseignants, c'est qu'il y avait cette notion de la spontanéité, de l'aisance dans le discours entre l'alternance entre le concept et le concret et l'abstrait, par rapport aussi aux traces qu'ils ont sélectionnées qui nous montrent. Ça, nous, on leur avait donné la possibilité de ramener des choses, puisqu'il y avait cette idée de portefeuille de compétences. Mais ma question, c'est comment vous faites justement? Quels sont vos, entre guillemets, vos critères d'évaluation, votre grille inconscient ou consciente que vous avez dans votre tête et peut-être même que vous avez partagé avec vos collègues si vous étiez plusieurs lors de la soutenance? Comment est-ce que vous avez formulé, identifié finalement des critères qui constitueraient une meilleure évaluation que le rapport écrit? Je ne sais pas si je suis clair. Si, si. Effectivement, en fait, la question de la grille d'évaluation, puisque, étant donné que tous les jurys n'étaient pas identiques, il nous fallait une grille commune pour assurer au moins une forme d'homogénéité dans la forme de l'évaluation, même si forcément l'objectivation de l'évaluation pose toujours question quand il n'y a pas le même jury face au même exercice. Mais ça, c'est le propre un peu des soutenances et des accompagnements.
En fait, ça nous a amené ce questionnement-là. Pour tout dire, à l'origine, on est parti très spontanément avec les étudiants de, bon allez, on tente sans le mémoire écrit et on voit ce que ça donne, on réimagine un truc. Et au fur et à mesure qu'on ouvrait des portes en se disant, waouh, on ouvre un nouveau monde, on voit des nouveaux trucs, est-ce que ça va marcher, pas marcher, on verra. En fait, on trouvait qu'il y avait plein de nouvelles choses à préparer. Et la nouvelle grille d'évaluation, forcément, c'est un moment, ça a émergé. Et c'est pour ça que dans cette grille-là, on retrouve une très forte pondération pour les moments d'échange. Très souvent, et là, je parle simplement d'expérience personnelle, hein, je suis peut-être tombé que sur des cas atypiques, mais très souvent, dans une grille d'analyse pour un mémoire, on va avoir, allez, mettons la moitié des points pour l'écrit, la moitié des points pour la soutenance, mais dans la soutenance, on aura une large pondération pour la présentation de l'étudiant. Et on aura une petite pondération, mettons qu'on évalue sur 20, on aura 10 points pour l'écrit, on aura 5-6 points pour la présentation et 3-4 points qui vont traîner pour l'échange. Nous, on a survalorisé l'échange, puisqu'on a considéré qu'en fait, la présentation des étudiants, donc les 15 minutes de présentation, devait servir à attester des compétences plus académiques, plus critiques de l'étudiant, être capable de partir d'un sujet ou de projet ou de choses qu'ils ont fait pendant leur alternance, porter un regard critique, être capable de conceptualiser, proposer une mini-revue de littérature ou en tout cas la création d'une grille d'analyse académique et de retomber sur le terrain avec des préconisations de gestion. Mais que ce pitch-là de 15 minutes, en fait, ne servait que d'introduction à l'échange qui, lui, était valorisé. Et c'est ce qui a amené, et là, ça a été peut-être l'une des dernières surprises ou découvertes, en tout cas, c'était l'espoir que j'avais, et ça a plutôt bien marché pour la majorité des soutenances, enfin des grands oraux, c'est que ces introductions ont fait émerger non pas un échange du type le tuteur pro dit que l'étudiant était très bien, très gentil, très sympa, que ça s'est bien passé, etc. Et le tuteur académique pose trois questions. On est vraiment parti dans beaucoup de soutenances sur des vrais débats, des vrais échanges. J'ai en tête une soutenance comme ça où en fait un tuteur a fait émerger, a commencé à questionner son étudiant, non plus en tant qu'alternant qui passe sa soutenance, mais en tant que consultant extérieur, en disant, mais voilà, ce sujet-là, tu l'as pas traité, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais? Comment ça se passerait? Et l'étudiant étant capable de répondre, de structurer sa réponse en s'appuyant à la fois sur une connaissance théorique et sur son expérience personnelle, démontrait qu'il avait vraiment acquis une compétence de méthodologie, de rigueur, de construction d'une réponse qui est ad hoc au problème, qui n'est pas une réponse générique, c'est vraiment une réponse au problème. Et la grille d'analyse et d'évaluation qu'on a mis en place, c'est ça qu'elle venait chercher. Pour faire très simple, elle était structurée en savoir, savoir-être, enfin, les savoirs académiques, on va dire, les savoirs professionnels et le savoir-être professionnel dans la posture, etc. Savoir, savoir-faire, savoir-être. On était vraiment structuré comme ça pour le grand oral. Et c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, que je n'utilisais pas forcément avant. Il y avait toujours une petite valorisation sur l'aisance à l'oral, etc. Mais là où avant l'aisance orale était un artefact un petit peu, c'était quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, il sera toujours à l'aise à l'oral, même s'il ne maîtrise pas le sujet. Par contre, si on commence un peu à le titiller sur des sujets de pointe, s'il reste à l'aise à l'oral, c'est qu'il est bon, c'est qu'il maîtrise. Je donne souvent cet exemple, mais un enseignant qui est très bon dans sa discipline n'a jamais besoin d'utiliser un mot de plus de trois syllabes. Une personne qui est experte, quand vous prenez, quel que soit le domaine d'expertise, vous prenez une personne qui est experte de son domaine, il arrivera toujours à vulgariser, la vulgarisation étant le dernier stade vraiment de la connaissance ultime. Si je suis capable de faire passer de la connaissance à n'importe qui, alors c'est que j'ai un tel niveau d'expertise que je maîtrise tellement mon sujet que je suis capable de toujours l'expliquer. Et là, les étudiants, si on commençait à sentir qu'ils étaient moins à l'aise, qu'ils patinaient, etc., c'est qu'il manquait encore un peu de fond, un peu de consistance sur leurs compétences et qu'ils auraient peut-être besoin de travailler encore davantage pour devenir vraiment experts. Donc la grille a complètement évolué. Après, j'ai volontairement, mais c'est mon mode de fonctionnement, laissé aussi certains critères au libre jugé des jurys, puisque, encore une fois, pour recontextualiser l'expérience, on est sur un master petite promo, mais qui forme à des métiers qui sont relativement variés. On peut avoir autant des consultants ERP que des data analystes.
et les compétences d'un data analyst n'ont rien à voir avec les compétences d'un consultant en RP. Donc Oui, avoir une grille totalement homogénéisée faisait que le volet commercial du consultant, on attendait à ce qu'il ressorte moins chez le data analyst, par exemple. Donc on avait une petite souplesse quand même là-dessus, mais on a vraiment réaxé complètement la grille d'analyse sur le moment d'échange, en considérant que si la personne arrive à construire une réponse spontanée, sans avoir eu besoin de la préparer, de manière assez rapide, c'est simplement la preuve que pour faire un peu de management des services, que tout le back-office en fait fonctionne bien, quoi. Que tout l'arrière a été bien structuré, la connaissance technique, la connaissance académique, que tout ça se lie pour créer du sens, quoi. oui. Alors, finalement, quand vous parlez d'aisance à l'oral, c'est pas seulement, entre guillemets, faire briller la forme, mais c'est être capable de jongler de manière adroite avec de la matière, avec du fond. Et Complètement. ça me fait beaucoup sourire parce que le, tout ce que vous avez dit là, je me suis retrouvé quand on en discutait avec un chercheur qui, lui, s'intéresse à ces objets-là, la réflexibilité, le développement des compétences, et on se disait que l'une des grandes difficultés quand on veut évaluer des compétences, eh ben, c'est que pour faire très simple, il y aurait autant de compétences que de situations. Et que finalement, ce qu'on va faire, imaginons, on vous apprend à monter une voiture sur une chaîne de montage dans votre laboratoire en université, mais que si ça se trouve, la chaîne de montage qui se situera dans le réel, sera peut-être différente, avec des outils, ne serait-ce que des personnes, des temporalités, des variables finalement qui vont altérer, en fait, qui vont pas faire en sorte que ce que vous avez vu à l'école, c'est la même chose qu'en vrai. Et ça, c'est la complexité des situations et vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez cherché à mesurer la capacité de l'étudiant à naviguer au gré des situations complexes. Et que finalement, c'était comme ça que vous allez ou pas identifier les fameuses compétences. Et C'est c'est exactement ça. Dans et l'idée, alors je ne l'ai pas forcément formulé aussi bien que vous, mais dans l'idée, c'est ça, en fait, c'est que, et ça revient fondamentalement à toute la logique qu'on a au niveau du master notamment, et qu'on retrouve chez beaucoup de collègues hein, qui ont parfaitement intégré ça, qu'il vaut mieux comprendre la notion d'effet de levier et E égale MC2 que d'apprendre à utiliser un marteau. Parce que quand j'ai compris le principe de l'accélération, quand compris le principe de la force, je comprends spontanément comment j'utilise un marteau. Mais si demain j'ai pas de marteau pour enfoncer mon clou, je peux utiliser les mêmes principes physiques pour utiliser n'importe quel autre outil et taper sur un clou avec. L'idée, nous, typiquement, et c'est une des choses, par exemple, qui choque sur notre master système d'info, c'est que, par exemple, on enseigne, évidemment, on met un peu les mains dans le cambouis sur des logiciels, sur des ERP, mais très, très peu. Parce que si on forme nos étudiants avec un outil en particulier, ils vont devenir spécialistes de l'outil, pas spécialistes du problème auquel répond l'outil. Et donc, en fait, quand on a créé cet exercice du grand oral, alors qui s'accompagne d'un portfolio de compétences en complément pour avoir un volet réflexivité de nos étudiants sur qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'il leur reste à apprendre, quel chemin ils ont fait, en fait, on s'est questionné là-dessus en se disant, mais demain, on veut quoi? On veut un expert de tel logiciel dans le secteur agroalimentaire en période de croissance économique ou de stagnation économique ou autre? Ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui est armé pour réagir face, peut-être pas à n'importe quelle situation, mais face à un grand nombre de situations, qui va être capable soit de remettre en œuvre les connaissances et les compétences telles qu'il les a apprises, parce que ça peut arriver, ou bien alors qui va être capable d'aller nous faire du bricolage, qui va être un peu un MacGyver. Mais mine de rien, un MacGyver, il est bon parce qu'il a un socle théorique conceptuel très fort et qu'il accumule les expériences. Et très souvent, et c'est le petit pitch que j'ai préparé pour la rentrée du master dans 10 jours maintenant avec ma collègue, mais euh, que nous, on voit l'alternance professionnelle et l'enseignement académique en fait comme une balançoire. Quelqu'un qui ne ferait que du conceptuel, que du théorique, ça peut pas marcher. Parce que le conceptuel et le théorique est justement fait pour fonctionner, je dirais, peut-être nulle part. C'est c'est la moyenne. Et cette fameuse moyenne, hein, qui est, mine de rien, elle est toujours éloignée de toutes les valeurs. C'est jamais la même valeur.
Mais on essaye d'être le plus proche possible. Mais c'est un cadre général, c'est un cadre de pensée. Mais si je fais que ça, j'ai peu d'utilité professionnelle. Mais en même temps, si je ne fais que du pro, si je ne fais que de la pratique, je ne pourrais compter que sur ma connaissance à moi. J'aurais pas de prise de recul. Et c'est l'exemple que je prends, par exemple, quand j'ai à la promo des licences 3 de l'IAE de Bretagne INP, je leur dis c'est facile, c'est comme apprendre à conduire. Je peux vous apprendre théoriquement avec le code Rousseau, et puis vous allez lire le livre, et vous n'allez jamais toucher une voiture, et à la fin, je vais vous dire c'est bon, vous savez conduire. Vous êtes à peu près certain de vous taper un accident dans les 2 semaines. Mais en même temps, si je vous apprends rien et que je vous dis juste allez-y, conduisez, vous allez faire des accidents aussi. Donc il vaut mieux avoir un volet un peu théorique, parce que la théorie, c'est quoi? C'est l'accumulation des connaissances de tout le monde. C'est la mise en commun des connaissances et de tout le monde. Et quand on a 100 personnes face à nous qui conduisent depuis 2 ans, on a 200 ans de conduite devant nous. Donc si on cumule nos connaissances, on va produire de la théorie. Et en plus de ça, je vais m'éclairer avec ma petite bougie d'expérience qui va me permettre d'accumuler mes connaissances qui me sont propres. Donc en fait, nous, on s'est dit, le mémoire en lui-même n'a plus vraiment de sens. Juste écrire, la compétence d'écrire, c'est une compétence très importante, c'est pour ça qu'il y a le portfolio. Mais on a les IA, on a plein de choses qui arrivent. On va évaluer la compétence plutôt d'action, la réaction, la capacité à s'adapter à des nouveaux et à des nouvelles situations. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure, où en plein milieu de la soutenance, j'ai le tuteur pro qui demande une question sur un sujet que l'étudiant n'a jamais traité dans son entreprise. Il dit, OK, maintenant ça, c'est aussi un sujet, on ne l'a pas adressé ensemble, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'après toi? Eh ben, l'étudiant, enfin l'étudiante en question, a été capable de formuler tout un plan d'action en déconstruisant le problème, en le conceptualisant. Elle est revenue en arrière, elle a Hmm. utilisé la connaissance commune et elle y a rajouté quelques touches spécifiques qu'elle a eues, elle, liées plus à la culture de l'entreprise, à la culture du secteur, en disant, théoriquement, on pourrait faire ça, mais dans notre secteur, ça ne marchera pas. Et c'est là où, vraiment, en fait, on a vu de l'expérience arriver, on a vu de l'expertise arriver, et où, immédiatement, pour moi, je me suis dit, oui, cette étudiante-là, elle, elle a toutes les raisons d'avoir le diplôme. Et en fait, l'école, pour moi, ne sert qu'à... je prends parfois cette image, alors qui n'est pas de moi, je vais citer la source, hein, c'est Camelot, Alexandre Astier. Mais en l'occurrence, on est là pour apprendre à faire semblant. Et les étudiants vont apprendre à faire semblant à l'école, on est une école de théâtre. Et un jour, ils auront tellement bien fait semblant qu'ils n'auront plus besoin de faire semblant. Ils seront devenus vraiment bons. Donc on préfère qu'ils se plantent chez nous, mais qu'ils soient bons ailleurs. Donc, la compétence, c'est par la pratique, par la connaissance théorique. C'est un mélange, c'est une alchimie. Parfois ça marche, parfois pas, ça arrive. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a interprété, qu'on l'a vu, et c'est pour ça qu'on a revu notre modalité d'évaluation finale, un petit peu moins académique, peut-être un petit peu moins conventionnelle, mais en tout cas, c'est une expérience qu'on va poursuivre sur l'année à venir. Moins conventionnelle, mais de ce que vous dites, professionnalisante. Et c'est peut-être le plus important. C'est ça, sans pour autant tomber dans la professionnalisation à outrance. Hmm. Euh, on n'est pas une machine à convention de stage ou d'alternance et à capter des aides de l'État. C'est-à-dire que, pour prendre d'autres exemples, j'ai deux, trois soutenances en tête ou deux, trois grands euros où les étudiants ont été un peu bousculés parce qu'ils sont arrivés avec des revues académiques et conceptuelles un petit peu légères. Euh, et c'est là où ils se sont rendus compte, je pense, c'est vraiment au moment de la soutenance où il y a eu un tilt, où ils se sont dit, ah oui, mais en fait, j'ai besoin de ces outils-là. Ce modèle théorique, pour prendre un modèle en système d'info, mais le modèle UTO, qui est un modèle de base en système d'info, j'ai un étudiant qui m'a dit, ah oui, mais en fait, je viens de comprendre là, en live, à quoi il sert. Et il l'a réutilisé, il l'a remis en place conceptuellement, il a réussi à répondre à la question qui lui était posée. C'est-à-dire qu'on a toujours cette exigence. On ne demande pas simplement à un étudiant de venir nous dire, voilà, moi pendant un an, j'ai été alternant, j'ai fait ça, 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 mes missions, voilà, fin, merci, au revoir. C'est quels sont les problèmes fondamentaux que j'ai traités, quelles sont leurs causes profondes, comment je les analyse, comment je les conceptualise, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux transférer, qu'est-ce que je ne peux pas transférer. Et tel modèle théorique me permet de voir telle chose qui est un peu masquée. Donc, on reste quelque chose sur très professionnalisant parce qu'on est encore une fois pour contextualiser, on est encore un master pro, hein. Euh, mais l'idée c'était aussi de se dire, on va faire un pas en avant vers l'entreprise
Aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage hein, l'année dernière pendant les soutenances, sur les 17 soutenances que j'ai assurées, sur les 18 étudiants de la promo. J'ai une seule personne qui m'a dit oui, dans notre organisation, puisque c'est pas une entreprise, dans notre organisation, on continue régulièrement à produire des mémoires de 80, 100 pages, de soutenir ces mémoires en interne, parce que c'est notre mode de fonctionnement. Mais sur les 17, c'était un cas. Et c'est un cas qui est particulier. En l'occurrence, on n'est pas sur une entreprise ou une organisation classique. Donc, c'est une organisation qui a l'habitude d'avoir une logique un peu scientifique d'une certaine manière. Mais on a voulu se rapprocher de ce qui se fait en entreprise. Une note de synthèse, 3-4 pages, 15 minutes de pitch, 45 minutes d'échange. Et puis, à côté, l'exercice sur le portfolio de compétences qui, lui, est un petit peu à part, quoi. Mmh. Alors, je vais y venir après sur l'articulation entre le portefeuille de compétences et cette soutenance, mais je vais d'abord rebondir sur certaines choses que vous avez dites, vu qu'il y en a pas mal. Et première chose qui m'a fait sourire, c'est le côté MacGyver. Le côté MacGyver, j'aime beaucoup la référence et ça m'a fait penser à une petite péripétie que j'avais vécue l'hiver dernier. Parce que j'étais parti au ski avec ma compagne et on avait oublié de mettre un, un diesel, enfin de l'essence, enfin, un gasoil très particulier qui permet de ne pas geler passer X température. Donc cette expérience nous a amené la belle, le beau phénomène, la belle expérience du dépannage. Et donc on a pris la voiture, une dépanneuse est arrivée, et elle nous l'a redescendu. Donc j'ai fait connaissance d'un dépanneur et j'étais très curieux. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle formation il faut pour être dépanneur? Et il m'a répondu honnêtement, il en faut aucune. Il faut simplement avoir l'esprit ouvert et être capable de se débrouiller avec tout ce qu'on a. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur une situation de dépannage, on ne sait jamais ce qu'on a. C'est tout, ça peut être n'importe quoi. Il faut être le roi des systèmes D. Faut être capable de s'adapter, d'être flex et de faire avec ce qu'on a et d'improviser parce qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe, on ne sait jamais comment on va s'en sortir. Donc oui, on a nos outils, mais on ne sait jamais, en fait, on ne pourrait jamais prédire avec précision que les situations auxquelles on va être confronté vont matcher avec l'arsenal d'outils dont on dispose. Il faut être capable, justement, alors il l'avait pas dit comme ça, mais faire un pas de côté, voir comment on se débrouille. Il faut être, entre guillemets, le roi de la débrouille. Et je retrouve beaucoup dans ce que vous dites là, cette espèce d'intelligence des situations, auxquelles finalement, si je comprends bien, les connaissances théoriques dont vous parlez sont là pour affûter ou aiguiser cette compréhension des situations. D'où le côté, Complètement. pas de la théorie pour la théorie, mais de la théorie, quelque part, la théorie action, qui est là pour aider à comprendre une situation et donc adapter le comportement qu'on va avoir. Et, C'est- et là, en ce sens, je me retrouve pas mal parce que finalement, après, on parle mais est-ce que c'est important, pour reprendre l'exemple que vous avez cité, de savoir maîtriser un outil et d'être bon sur cet outil-là, ou est-ce qu'au contraire, il faut être capable de gérer et de s'adapter à n'importe quel outil? Parce que vous l'avez très bien dit, finalement, entre le moment où on enseigne à utiliser un outil et le moment où l'étudiant sort, potentiellement, l'outil est devenu désuet pour des raisons socio-économiques très importantes, la course aux technologies, l'amélioration continue, etc., etc. Et donc, c'est quelque part ces deux approches. C'est est-ce qu'on a envie, au sens une approche productive, est-ce qu'on a envie d'avoir un étudiant qui sait faire quelque chose? Et de l'autre côté, une approche un peu plus, qu'on appelle constructive, c'est est-ce que on veut que l'étudiant soit capable de se balader et de naviguer dans des situations complexes, mais que cette navigation construise son identité professionnelle ou personnelle. Et en fonction de l'approche dans laquelle on est, eh bien, d'un côté, l'approche productive, on va se dire, est-ce qu'il sait faire? Il sait faire? Très bien. On coche des cases, basta. Mais si au contraire, on veut mesurer cette intelligence des situations, cette capacité à naviguer dans la complexité des situations et d'accepter l'incertitude, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important, eh bien, on va être amené à avoir besoin de ce que vous avez fait finalement, de l'échange, du questionnement, de la projection. Et toutes ces choses-là, ben, finalement, elles demandent du temps. Et c'est peut-être comme ça que je voudrais vous amener une nouvelle question. C'est, vous n'avez pas été seul, j'imagine, pour faire ce travail-là. Première question, c'est est-ce que les professionnels, vu qu'il s'agit d'une formation en alternance,
ont été justement sensibilisés à cette démarche-là? Alors oui, les tuteurs professionnels, et étant donné que j'étais le tuteur de quasiment tous les alternants, la décision de modifier l'exercice du mémoire écrit traditionnel vers le grand oral d'expertise, c'est une décision qui a été prise conjointement avec les étudiants en cours d'année. Euh, et cette décision, elle a été prise avant les visites, les traditionnelles visites d'alternance dans les entreprises. Ce qui fait que j'ai pu en parler. J'en ai parlé avec les 17 tuteurs, alors 16 tuteurs, parce qu'il y en a un qui était tuteur de plusieurs personnes, avec tous les tuteurs. Et la réaction a été unanime. Ils m'ont tous dit, ça correspond à ce qu'on fait professionnellement, ça correspond à nos pratiques habituelles, et c'est un rapprochement entre l'université et les entreprises. J'ai même un tuteur qui m'a dit, bah tiens, ça m'amène à me questionner quand même, parce que autant les mémoires classiques, revues de littérature, etc., qui vont faire 70, 80 pages, jamais de la vie je les lis. Là, la note de synthèse courte, je vais prendre le temps de la lire. Elle aurait été un peu plus longue, je l'aurais quand même pris le temps de la lire. Mais ça a été un retour assez unanime et c'est une des évolutions probables pour l'année, c'est qu'on va donner un tout petit peu plus de place à la note de synthèse, elle sera un tout petit peu plus longue. Là, elle a été limitée à 5 pages. Mais les professionnels ont tous en fait réagi très positivement, allant jusqu'à me dire, mais en fait, ça m'intéresse d'aller gratter le volet conceptuel que j'aurais pas forcément été gratté dans un mémoire plus classique. Parce que ça a titillé ma curiosité, ça m'a interrogé, et la démarche globale de réfléchir à, au final, à quoi nous sert le mémoire, qu'est-ce qu'il vient tamponner concrètement à la fin de la soutenance, qu'est-ce qu'on a validé, et ben ça fait du bien de re-réfléchir ce sujet-là. Les formations par compétences aujourd'hui, moi j'ai cette chance d'être dans un IAE où tous nos masters ont été passés en formation par compétences. On n'a que des masters structurés par compétences. On a déjà avancé sur le sujet. Mais les entreprises nous disent aujourd'hui, ça fait du bien d'aller encore plus loin dans l'exercice. Alors peut-être que c'est trop loin, peut-être que c'est pas bien, on ne sait pas, on n'a pas de recul, mais au moins on essaye. Mais le retour a été très positif parce que les entreprises s'y retrouvent davantage, trouvent un exercice qui leur correspond davantage. Et in fine, pour ma part, en tout cas, là je parlerai que qu'en mon nom, euh, à la fin des 17 soutenances que j'ai fait, eh ben, c'est 17 soutenances où j'ai eu vraiment du plaisir à participer à ces soutenances. C'est des soutenances qui m'ont demandé beaucoup plus de travail qu'une soutenance de mémoire classique. Là, je suis en train de terminer de lire pour quelques soutenances qui me restent encore à faire, à les mémoires plus traditionnelles. C'est des soutenances avec ce grand oral. Ça m'a demandé 2 fois plus de boulot pour le temps de les préparer, de bien maîtriser, de m'amener des questionnements à moi-même, etc. Mais la spontanéité, le naturel était revenu. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et ça a beaucoup plu aussi aux pros qui attendent cet aspect peut-être moins virtuel ou moins pièce de théâtre, très codifié de la soutenance académique. Hmm. J'ai envie de poser une question ou d'être provocateur là-dessus, mais finalement, quand je vous écoute, est-ce que est-ce qu'on évalue un mémoire par tradition, par philosophie, par tradition, oui, par habitude, et peut-être pas qu'une habitude qui n'est pas forcément dirigée vers la compréhension ou la professionnalisation de l'étudiant? Et est-ce qu'on ne le ferait pas tout simplement parce qu'on l'a toujours fait? Ça, c'est une question assez provocante volontairement parce que dans tout ce que vous décrivez, eh ben, finalement, l'intérêt qu'on pourrait voir à maintenir un mémoire écrit, traditionnel, de façon scénique, c'est que ça prend moins de temps et que c'est plus facile à évacuer, c'est plus codifié, on s'y retrouve davantage. Parce que si je comprends bien, quand vous dites que ça vous a pris votre façon de faire, la façon inédite, qui vous a pris plus de temps, si j'ai bien compris, ce qui prend plus de temps, c'est que finalement, pour qu'on ait cet échange authentique, il faut que vous, en tant que correcteur, vous vous intéressiez à l'authenticité, à la singularité des personnes et des situations. Et donc, il y a un temps d'immersion qui est forcément plus long. C'est ça. Après, sur le mémoire écrit traditionnel, en fait, c'est des échanges que j'ai eus, puisque forcément, en touchant au totem du mémoire, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des collègues, avec du monde. Euh,
Je connais aucun enseignant-chercheur, en tout cas à titre personnel, qui met de la mauvaise volonté dans le suivi de ses mémoires ou dans la production des mémoires. Maintenant, il y a un contexte qui existe. Euh, En parallèle de ce que je fais à l'IAE ici, j'interviens pour faire du suivi de mémoire dans une autre formation, en dehors, dans un autre contexte, dans un autre mode de fonctionnement, qui reste une université, enfin qui reste un master universitaire, mais avec un autre mode de fonctionnement. Dans cet autre mode de fonctionnement, je vois mes étudiants que j'encadre tous les 2 mois pendant quasiment 1 heure chacun. Il y a un rendu intermédiaire tous les 2 mois. À la fin de la première année, on vient sanctionner une revue de littérature qui en moyenne fait 60-70 pages. En deuxième année, ils enchaînent sur le terrain et je continue de les revoir tous les 2 mois. Parce qu'on a ce temps-là, parce qu'on a des ressources, parce qu'on a des moyens particuliers dans cette formation qui fait que l'accompagnement des étudiants est très serré, très exigeant et amène des vraies compétences complémentaires à la fin du Master 2. Le problème, c'est, en tout cas de mon point de vue, quand on fait du mémoire classique sans en faire le suivi rigoureux, strict, très régulier, non pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Et là, je pense que à la fois côté évaluateur, côté tuteur, côté étudiant, effectivement, ça amène un questionnement. Maintenant, au début, j'ai des collègues qui m'ont dit, ah ouais, tu as supprimé le mémoire. Encore une fois, je ne l'ai pas supprimé l'exercice, j'ai supprimé le volet écrit. Tu as supprimé pour gagner du temps, comme ça, tu as moins de lecture à faire. Eh ben, aujourd'hui, par expérience, je peux leur répondre que j'aurais préféré avoir de la lecture, j'aurais eu plus de temps de vacances. J'aurais eu plus de temps libre parce que ça amène des vrais questionnements, mais en même temps, ça amène une stimulation quand on est notamment enseignant et chercheur. Cette stimulation intellectuelle, ce questionnement intellectuel, eh ben, il fait du bien, il est rafraîchissant parce que d'une certaine manière, les étudiants nous amènent aussi une naïveté, mais positive, hein. Euh, une naïveté où parfois ils mettent les pieds dans le plat en disant, mais cette théorie, elle peut pas fonctionner parce que ça. Et en fait, c'est un truc qui, pour nous, en tant que chercheurs, ce cadre théorique-là, on l'utilise tout le temps parce qu'il est robuste, il est armé, etc. Et d'une certaine manière, on voit presque plus certaines de ses failles, certaines de ses limites. Et là, les étudiants, eux, avec leur regard très naïf, très jeune, ils arrivent, ils disent, mais ça marche pas. Et ils nous amènent à nous questionner, et c'est en fait le pourquoi est-ce que lui il trouve que ça marche pas, moi je trouve que ça marche. Et le pro, il découvre et il essaye d'appliquer dans sa tête à ces situations. Et c'est ça qui amène des triangles d'échange hyper intéressants au moment de la soutenance. Hmm. Oui, oui, oui. Je me retrouve pas mal dans les échanges que je peux avoir avec les étudiants, soit en cours de démarche portfolio ou lors des soutenances. Et peut-être ce que les personnes extérieures ne saisissent pas, c'est que comprendre, s'immerger évaluer une compétence quelque part avec tout ce qu'on a dit, ça nécessite finalement un travail d'observation, d'enquête de fond et assez fin, parce qu'il faut rentrer dans la singularité et la complexité de situation de la personne aussi, parce que finalement, quand on met lorsqu'on mobilise une compétence, qu'on effectue des actions X ou Y, qu'on mobilise des ressources, on ne les fait pas de manière complètement neutre. On a nos biais, nos représentations, nos façons de faire, nos styles. Et tout ça, finalement, a un impact sur le résultat final. Et que, et que quelque part, une compétence, entre guillemets, mobilisée ou développée, c'est une bonne mobilisation et orchestration de tout ça. Et que, en tant que, finalement, que correcteur, se plonger dans toutes ces spécificités pour chaque étudiant, bah, c'est du temps et c'est de l'énergie. Il y a vraiment la question du temps qui, elle, est inflexible, c'est sûr, mais il y a aussi finalement l'énergie. Et quand je parle d'énergie, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Finalement, qu'est-ce que c'est accompagner les étudiants au développement de compétences? Parce que de ce que je pense avoir compris, c'est que sans ce temps d'accompagnement, sans tout ce soutien que vous avez mis en place, ben, j'ai l'impression que c'est la grande plus-value et que sans cet accompagnement, ça serait plus difficile. Alors, comment vous avez vécu ces expériences d'accompagnement individuel ou collectif? J'ai cru comprendre que c'était individuel, en tout cas en partie.
Est-ce que vous aviez des idées en tête lorsque vous vous êtes engagé dedans? Est-ce que vous étiez imaginé que ça pourrait être aussi riche, aussi chronophage et aussi énergivore? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? C'est, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. C'est-à-dire que si on avait été 5 et peut-être que dans un an, on peut faire une clause de revoyure dans un an avec la collègue qui arrive pour m'aider et qui va vivre aussi ça, mais je pense que c'est une question de perception du métier, de vécu du métier aussi. Euh, En l'occurrence, j'ai toujours considéré qu'en tant qu'enseignant, alors là, c'est la référence un peu geek de la séance, mais je suis un PNJ, je suis un personnage non joueur à de la formation, c'est-à-dire que j'accompagne seulement. Je suis là pour faire passer. Je suis ce personnage qui va vous donner une clé à un moment où vous savez pas à quoi elle sert, et puis au bout de 20 minutes de jeu, vous vous retrouvez face à une porte fermée, vous dites, ah, peut-être à ça que ça sert. Et l'accompagnement, en fait, pour moi, ça s'est surtout résumé. euh, à permettre, ou en tout cas essayer modestement de permettre à chacun des étudiants et des étudiantes de la promo d'exprimer ce qu'ils sont. De leur faire comprendre que quand on vous demande d'utiliser un cadre théorique, on ne peut pas vous demander d'utiliser ce cadre théorique de manière neutre. C'est-à-dire que si je prends trois étudiants, entre l'étudiant qui a plutôt un profil théorique, qui a fait pas mal d'années d'études sans forcément faire de stage ou de projet, celui qui arrive avec un profil beaucoup plus technique et celui qui est en reprise d'études, les trois, je leur donne le même cadre théorique, ils vont pas en faire la même chose. Euh, Parce que c'est pas l'outil qui fait le résultat, c'est la personne qui met en action l'outil qui va faire le résultat. Là, on peut prendre un exemple tout bête, mais vous prenez deux jumeaux parfaitement identiques. Il y en a un qui fait un bac général, l'autre qui fait un bac pro menuiserie. Vous donnez un outil de menuiserie, un ciseau à bois aux deux, même si les deux sont des copies conformes, même s'ils pensent de la même manière, ils parlent de la même manière, même si leurs proches peuvent les confondre, tellement qu'ils se ressemblent et qu'ils sont faits pareil. Eh ben, celui qui a un bac pro menuiserie, il a des chances de garder tous ses doigts. Celui qui, avec son bac pro général et son ciseau à bois à la main, s'il fait une connerie, il va la payer cher, quoi. Parce qu'ils n'ont pas la main. Au final, il y a une micro-différence entre eux, c'est leur culture de formation, mais on pourrait le voir de manière très très générale, hein. Là, moi, dans la promo qui va rentrer dans le master système d'info ou management des systèmes d'info, j'ai des personnes qui ont des cultures très différentes, j'ai des personnes qui ont des parcours très différents. Ils vont suivre le même diplôme, les mêmes enseignements, ils n'auront pas la même alternance, mais mon objectif, c'est qu'ils soient tous différents encore à la sortie du master. Mon objectif, c'est justement de ne pas lisser les choses, de ne pas uniformiser les choses, parce que on va essayer de leur faire passer quelques connaissances, quelques compétences, mais qui vont beaucoup dépendre d'eux, de leur projet pro. Et cet exercice aussi réflexif, au final, c'est aussi la réflexion sur la pratique qu'ils ont. Ça a amené certains de mes étudiants, hein, au moment du grand oral, à la fin, une fois que tout est fini, que le rituel, entre guillemets, est passé, où on pose la fameuse question de, et alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez obtenir votre diplôme? Il y en a certains qui m'ont dit, bah, moi, cet exercice-là, il m'a au moins amené une chose, c'est que je sais que ce métier-là, je ne veux pas le faire. Ou ce métier-là, je veux le faire. Ou ça, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire, mais au fond de moi, c'est pas ce que j'aurais aimé faire. C'est super important d'avoir ce type de conscience, de prise de conscience. C'est ça. Et pour moi, en fait, tous les étudiants qui m'ont sorti des choses comme ça, un peu en off, une fois que les questions plus formelles étaient passées, etc., moi, dans ma tête, c'était c'est bon, allez, go, vas-y, va bosser. T'as compris le truc. T'as compris que l'exercice, il dépend énormément de toi, individuellement, de ta culture, de tes envies. Euh, c'est, euh, et c'est quelque chose, moi, qui est complètement ancré, en tout cas dans mes pratiques, et qui a beaucoup émergé quand je faisais, il y a quelques années de ça, des cours de maths où je demandais à des étudiants de comprendre les liens entre des variables statistiques et puis d'essayer d'optimiser des petits modèles. Et puis, il y avait la variable A, B, C, D, E. Puis après, je recontextualisais, je leur disais, mais telle variable, elle a un prénom, en fait, c'est des humains. Et là, en optimisant votre modèle, vous venez de licencier quelqu'un. Donc, et j'en avais certains qui me disaient, OK, c'est pas, voilà, moi, ça marche.
Moi, je suis là pour optimiser le modèle. Donc, s'il faut virer des personnes, je les vire. Et il y avait d'autres personnes qui disaient, ah bah non, du coup, je vais faire semblant de ne pas réussir à optimiser pour garder les personnes. C'est une question de culture, de valeur, de personnalité. Et j'insistais bien en disant, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. C'est Mm. simplement qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de porter. Et on replace, je trouve, avec toute la réflexion qu'on développe là, l'humain au cœur de la formation. Oui, oui, oui. Et là, vous rejoignez ce que j'appelle, ce qu'on est plusieurs à appeler justement une approche émancipatrice de l'approche par compétence, puisque dans tout ce que vous venez de dire là, il y a la construction d'une identité, de la citoyenneté de l'individu, et sans aller jusqu'à dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais le plus important, c'est j'ai conscience de fonctionner comme ça, d'avoir une valeur X, et que au nom de cette valeur-là, qui évoluera peut-être, je Mm. ne veux pas se faire ce métier où je veux le faire. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est peut-être enfin, que j'estime à titre personnel très important, puisque pourquoi une compétence et pas une autre? Aucune compétence n'est neutre axiologiquement, philosophiquement. Quand vous fabriquez des armes pour d'assaut, je prends un exemple très particulier, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné des valeurs, des convictions, des causes qui vont être mises en avant. Et les compétences qu'on mobilise, de par nos actions, vont nourrir certaines causes. Je dis d'assaut, mais ça pourrait très bien être, je deviens un pâtissier et dans une boîte Roger, allez, non, je vais pas la citer, mais dans une boîte qui est liée à l'agroalimentaire et qui s'intéresse beaucoup moins aux produits bruts non transformés. Eh bien, toutes ces choses-là, toutes les compétences qu'on va mettre en œuvre, elles vont servir des causes, des philosophies, des idées, des postulats. Et que le plus important, moi, quand je creuse avec les étudiants, justement, vu que j'ai du temps t'aider pour ça, c'est une fois qu'ils m'ont montré qu'ils savent faire, qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont capables de naviguer dans une certaine complexité des situations. C'est quel est le coût finalement de cette navigation? Mm. Le coût personnel, humain, alors, qui peut se répercuter de manière physique, nerveuse, psychologique, mais quelque part, c'était une question que je posais, c'est est-ce que vous serez prêt à faire un job de merde pour 10 000 euros? Je prends 10 000 euros par mois. Et très souvent, il y avait un arbitrage. Et que le plus important, c'était pas de dire ça, c'est le bon arbitrage, ça non, mais plutôt ayez conscience de cet arbitrage. N'ayez aussi pas peur de le remettre en question, parce que l'arbitrage que vous avez à 20 ans, peut-être que vous n'aurez pas le même à 30, 40 ou Mm. 50. Et que c'est finalement cet état de conscience et cette ouverture au questionnement qui est important. Et ce que je trouve génial dans tout ce que vous avez fait, finalement, c'est d'avoir permis, d'avoir créé des espaces pour accompagner cette prise de conscience, mais qui soit connectée finalement à une prise, enfin, connectée à une professionnalisation. Mm. Une professionnalisation, eh ben, j'ai envie de dire, consciente et éclairée. Et peut-être une dans les dernières questions que j'aurais à vous poser, c'est que finalement, faire tout ça en tant que prof et en tant qu'individu, j'ai bien compris que vous avez une éthique particulière que j'aime beaucoup par ailleurs, mais est-ce que ça ne vous a pas demandé un premier travail qui n'est pas évident, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter la complexité, d'accepter l'idée que, bah, en fait, évaluer des compétences, c'est un peu border, c'est un peu compliqué, on ne sait pas où on va, mais si on est honnête, il faut dire qu'on ne sait pas, que Mm. ce qu'on va faire, ça sera peut-être pas bien ou peut-être pas cohérent avec d'autres situations, mais on va quand même essayer. Et est-ce que cette acceptation de l'incertitude et de la complexité, vous l'avez fait, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était quand même quelque chose de très important auquel bah, peut-être bon nombre de collègues ne seraient pas prêts à faire? Là, je pense que tout est résumé dans les derniers mots de la question. C'est une question très personnelle, quoi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est même pas une question qui s'est posée pour moi. Hmm. Bien que cette notion d'incertitude, elle me pose aucun souci. Mon objet de recherche fétiche en recherche, c'est justement des organisations qui partent sans trop savoir comment elles vont fonctionner ou qui sont soumises à des très grosses turbulences. J'ai toujours évolué dans des domaines comme ça. On parlait tout à l'heure de l'histoire de l'individu aussi,
des personnes. Moi, j'ai grandi avec autour de moi des personnes qui étaient chez les sapeurs-pompiers, qui vivaient l'incertitude, qui vivaient de la complexité. Euh, j'ai toujours favorisé des pensées complexes qui cherchaient pas forcément à réduire cette complexité. Donc en fait, pour moi, ça a été très spontané, très naturel. Et au contraire, je dirais que aller vers ce format-là, c'était plus naturel pour moi qu'aller vers un format un peu plus standardisé ou plus attendu. C'est-à-dire que le côté spontanéité, incertitude, maintenant je comprends complètement, pour en avoir parlé avec des collègues, que certains ne soient pas du tout à l'aise avec ça. Parce que le grand oral, concrètement, quand on est évaluateur, ça représente quoi? Ça représente une semaine avant l'oral, un étudiant qui vous transmet un document qui fait 5 pages dans lequel vous découvrez le sujet. Alors, dans les faits, on ne découvre pas le sujet parce qu'on a fait un suivi quand même avant, on sait à peu près de quoi ils vont parler. Mais on a la version vraiment finale qu'à ce moment-là. Et ça, c'est un truc auquel je m'attendais peu, un petit peu. J'avais cette petite appréhension, entre guillemets, je ne sais pas si c'est appréhension le bon mot, euh, mais j'ai des étudiants qui m'ont changé une partie de leur grand oral 15 jours avant, le grand oral. Parce que ça les a amenés à réfléchir. Ils se sont dit, là, en préparant leur grand oral, ils se sont dit, ouais, mais en fait, là, sur l'oral, passer telle notion à telle notion, c'est pas logique, ça marche pas. L'oral est, en tout cas, je trouve que c'est un avis qui est personnel, hein, mais l'oralité est radicale. Quand il n'y a pas de lien entre deux sujets, on n'arrive pas à les faire, les liens. On, on a beau être le plus grand orateur ou la plus grande oratrice au monde, on a beau maîtriser toutes les techniques de rhétorique, de prise de parole en public, si deux sujets n'ont rien à voir, les lier, ça devient très compliqué. Et donc, j'ai des étudiants qui m'ont changé le truc complètement 15 jours avant. J'avais suivi sur un sujet et je me suis retrouvé à animer un grand oral sur un sujet un peu différent. Radicalement, non, mais un peu différent. Et donc, bah, ça veut dire qu'en 10 jours, 15 jours, tout ce que j'avais pu projeter ou imaginer, il a fallu que je le reconstruise. En soi, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Que ça dérange des collègues, je puisse le comprendre. Complètement. Ouais. Encore une fois, ce rapport à l'incertitude. Mais très souvent, je me fais la réflexion provocante, encore une fois, mais le métier de prof, n'est-ce pas justement par nature une incertitude, et une incertitude très très complexe, parce que en fonction de l'heure, de vos étudiants, même si c'est les mêmes, même si vous les avez tous les vendredis matins de 8 heures à 9 heures, eh bien, il suffit que la météo change, il suffit qu'une soirée du jeudi soir se passe pas très bien, il suffit que plusieurs gars se fassent larguer par leur copine ou vice-versa. Et tout ça, en fait, peut changer le cours, le cours de la leçon, le cours de l'enseignement, le cours de la séance. Et parfois, bah, ça peut être très, très difficile à gérer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai pas du tout votre expérience en enseignement, mais plusieurs fois, quand je passe le pas de le seuil de la porte, je me dis, oh là là, je sens que ça va être tendu. Je sens que je vais naviguer sur un peu un fil du rasoir. Et en même temps, il y a ce côté extrêmement grisant, et que parce que c'est complexe, parce qu'on a affaire à des êtres humains qui sont complexes par nature, et ben, ça rend le métier extrêmement grisant et super enrichissant. Mais alors, peut-être toute dernière question, si vous deviez, ou avant-dernière question, si vous deviez justement expliquer, accompagner ou aider des collègues, par exemple, à l'acceptation de cette incertitude, comment est-ce que vous feriez? Ça, c'est une question ouverte parce que j'ai jamais réfléchi. Enfin, jamais trouvé de solution, entre guillemets. Je dirais qu'en fait, moi, ce qui me fait pas craindre cette incertitude, c'est que j'ai l'habitude de répondre je sais pas en cours à des questions. Ouais. Euh, c'est pas simple, hein. Alors, là, je sais pas si c'est des mécanismes psychologiques ou autre, j'en sais rien parce que je suis pas du tout expert du domaine. Mais quand on est dans une posture où on est censé transmettre de la connaissance, euh, quand il y a une question qui arrive, parce que les questions sont par définition spontanées et imprévisibles, quand il y a une question qui arrive et qu'on n'en a aucune idée, euh, être capable de dire je sais pas. Par contre, on s'engage à répondre pour la séance suivante, à chercher l'info, à trouver l'info et à accompagner.
Mais dire je sais pas, bah, la première fois où je l'ai dit en cours, ça m'a soulagé d'un poids. Je me suis dit, bah, en fait, c'est normal, je peux pas savoir. Je peux pas tout savoir. Enfin, je vais prendre une image un peu triviale, mais je suis pas Wikipédia, quoi. Euh, Moi, je sais modestement ce que j'ai appris. J'essaie de le transmettre. Sauf que mon cursus a fait que j'ai peut-être eu l'opportunité d'apprendre un peu plus de trucs que les étudiants. Et donc, je peux leur partager ce que je leur ai fait. Parfois, j'ai des étudiants qui me disent, oh là là, et je pense que ça va être le cas. Dans quelques semaines, là, je vais commencer un cours avec des Master 2, un cours en logistique, avec des étudiants qui sont pas du tout dans une filière en logistique. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, ah, monsieur, on a déjà eu de la logistique en L3, on en a eu en deuxième année, on en a eu en première année, c'est bon, quoi. Il dit, ouais, mais vous pouvez avoir le même cours avec 5 profs différents, ça va être 5 cours différents. Parce que ça sera 5 expériences différentes qui vont être partagées. Et en l'occurrence, cette crainte de l'incertitude, cette peur de ah, je ne sais pas comment ça va se passer. La peur, elle se résume à une phrase toute simple hein, sur la soutenance. Est-ce que je vais avoir des questions à poser? Parce que quand on s'annonce qu'on va faire un échange de 45 minutes, bon, il peut faire 40 minutes, il peut faire 50 minutes, c'est pas grave. Mais il faut qu'on traite à peu près tous nos étudiants de la même manière. Donc quand on s'engage dans 45 minutes, ça veut dire que on commence à la soutenance. C'est pour ça que ça demande un temps de prépa. Moi, honnêtement, j'avais quelques questions de prête pour toutes les soutenances. Mais on ne peut pas lâcher 30 secondes. Sur le pitch est de 15 minutes, on doit être tout le temps focus. Et le cerveau, il est épuisé. Il y a la fin, j'ai un tuteur qui était tuteur de 2 étudiantes. On a enchaîné ces 2 soutenances puisque c'était plus simple pour lui pour venir, un tuteur pro. Il m'a dit, à la fin de la deuxième soutenance, il m'a dit, mais vous en faites combien dans la journée? Moi, avec 2, je suis épuisé. Parce que c'est une ultra sollicitation intellectuelle. Et c'est cette crainte en permanence de se dire, et si j'ai rien à dire? Ça, je pense que tous les enseignants qui ont eu à évaluer des oraux se sont un jour posé cette question. Et si à la fin de l'oral, j'ai rien à dire, j'ai pas une question, j'ai pas une remarque, soit parce que c'est brillantissime, soit parce que bah, c'est l'inverse, on va pas dire, mais soit c'est vide, bah, en fait, cette crainte, elle est juste là. C'est et si j'ai rien à dire? Et ben, un jour, je me suis dit, bah, si j'ai rien à dire, et ben, je dirais que j'ai rien à dire. Mm. Et ça sera bien, pas bien, j'en sais rien. Et en fait, ça s'est jamais produit. Parce que bah, forcément, c'est spontané. Et après, on est encore une fois sur des relations humaines. Et je recontextualise vraiment l'expérience parce que pour avoir échangé avec des personnes qui me disent, ah ouais, mais est-ce qu'on pourrait faire ça d'après vous sur une promo de 100 personnes? Je dis, j'en sais rien. J'en sais rien parce que moi, j'ai fait 17 grands oraux. C'est la première fois où on l'a fait. Et les 17 étudiants, je les connaissais très bien. Je suis capable de retracer leurs 17 CV. Je sais dans quelles entreprises ils étaient, je connais les missions qu'ils faisaient, je connais un peu, pour certains, leur histoire personnelle, je comprends leurs enjeux. Et donc, en fait, ils avaient confiance. La seule crainte qu'on peut avoir, c'est le pas de questions. Et en vrai, ça arrive. Et les étudiants, je les connais tous. À partir du moment où on est dans une relation de confiance, les étudiants savaient que j'étais capable de dire, bah, je sais pas, moi. Et je leur avais dit, dès le jour de la rentrée, un prof qui vous dit, je sais tout, fuyez-le. Parce qu'on ne peut Mm. pas tout savoir. C'est pas possible, en fait. On ne Oui. peut pas avoir tout expérimenté, on ne peut pas tout savoir. Donc, à un moment, il faut se dire, bah, c'est pas grave. Et y aller dans une posture dynamique, en fait. Dans une posture où je vais apprendre des trucs. Tiens, je vais me dire, tiens, peut-être que l'étudiant, il va m'apprendre des trucs. Parce que l'apprentissage, quand on enseigne, de mon point de vue, encore une fois, c'est un avis qui est personnel, c'est certes à moi de transmettre de la connaissance, mais c'est aussi les étudiants qui vont bah, m'en amener par leur expérience. Et souvent, on apprend beaucoup plus que le peu qu'on transmet. Oui. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai toujours l'habitude de laisser les invités conclure par ce qu'ils veulent. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez carte blanche. Le mot de la fin, si je devais le résumer, à travers cette expérience du grand oral, du portfolio qui va avec, etc. Euh, Ce qui a beaucoup marqué pendant l'année quand on a fait ce truc-là et ce qui a marqué après dans les échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes, c'est on m'a souvent dit, mais t'as pas eu peur de le faire? Je dis, bah non. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Et les étudiants, pareil, je leur ai clairement dit et je leur ai laissé le choix. En l'occurrence, on était vraiment sur une version test. Je leur ai dit, mais si vous préférez faire un mémoire classique, vous faites un mémoire classique. J'ai une étudiante qui l'a fait, puisqu'elle était dans un double cursus, formation à la recherche, elle l'a fait. Elle a fait son mémoire classique. Elle m'a dit, mais on n'a rien à perdre, en fait.
On est à l'école, on est là pour apprendre, on est là pour se tromper. Et si on se trompe pas, on n'apprend pas grand-chose. Quand on réussit tout, on apprend en fait, on se dit bah ouais, bah là quand j'ai fait ça, ça a marché. Ah bah essayons, tentons. Euh, Peut-être que la décision qui a été prise a été trop radicale. Peut-être qu'on reviendra en arrière, j'en sais rien. C'était un test. Pour l'instant, de mon point de vue, il est plutôt réussi. On verra ce que ça va donner, mais faut surtout pas avoir peur d'innover. Et je pense que faire confiance aussi à nos promos, faire confiance à nos étudiants et se dire qu'ils sont capables de faire beaucoup plus parfois que ce qu'on imagine. Merci Vincent. Merci.